vais continuer mon exploration de la psychose et aujourd'hui je voudrais faire part d'un témoignage que j'ai trouvé sur internet dans un site spécialisé sur les témoignages d'anciens malades ou de malades encore présents des hôpitaux. Il y a des sites d'entraide comme ça qui existent où les gens partagent leur histoire. Alors, vous savez que je ne fais pas d'études de cas et je ne pense pas déroger à mon principe en faisant cela. De la même façon que j'ai pu étudier dans la dernière vidéo l'histoire de John Nash à partir du film qui retraçait sa vie. Ici, je vais m'appuyer sur ce que dit elle-même la personne de ce qui lui est arrivé. Et je dirai mon opinion à partir de là, mais je veux partir de sa parole elle-même telle qu'elle l'a écrite. Donc il ne s'agit pas d'établir quoi que ce soit dans son dos, il s'agit pour moi de réagir, de donner ma réaction à la suite de sa parole que je lui laisse dans son entièreté, si possible sans l'interpréter, ni surtout sans lui coller d'étiquette. Et vous allez voir en quoi c'est important. Je vous lis le premier paragraphe de son témoignage. J'ai 53 ans et un parcours en santé mentale qui remonte à plus de 30 ans. Aujourd'hui, bien stabilisé avec un antipsychotique léger, je ne me réfère plus à une étiquette spécifique, même si, au cours de mon parcours, j'ai été diagnostiqué psychotique. Entre parenthèses, selon les éléments portés dans mon dossier à la maison départementale des personnes handicapées ou de reconnaissance d'affections de longue durée, psychose schizophrénique ou dysthymique. Fermez la parenthèse. Le rétablissement passant aussi pour moi par cette volonté de mettre à distance un diagnostic qui m'a longtemps pesé. Alors, et vous vous rendez compte à quel point ça m'intéresse. Moi qui lutte contre les étiquettes depuis des dizaines d'années. D'emblée, elle parle de cette étiquette qui lui a pesé. Et que elle choisit sa solution, de même que John Nash avait choisi sa solution, mettre à distance ses hallucinations. Elle dit, je mets à distance mon diagnostic. C'est sa décision. Et c'est ça qui m'importe. Alors, on pourra peut-être me rétorquer, oui, mais il y a des gens qui trouvent que leur solution, c'est d'accepter d'être schizophrène ou d'accepter d'être maniaco-dépressif. Alors ça, c'est une solution qu'adoptent des millions de gens à travers le monde. Parce que c'est ce que toute la société met en place. C'est ce à quoi pousse toute la société, la psychiatrie, la famille, les amis, tout le monde. C'est tu es psychotique, tu es schizophrène, est-ce que tu as bien pris ton médicament et qu'a dit le psychiatre, et ainsi de suite. Et j'ai déjà parlé de ces groupes de psychotiques institués par les labos qui sont là pour vous persuader que vous êtes schizophrène, que c'est une maladie comme une autre, qu'il n'y a pas à la stigmatiser et que vous devrez prendre des médicaments toute votre vie. Donc tout pousse à cela. Donc je suis surpris et heureux de voir qu'une personne réussit à se sortir de toute cette pression sociale pour dire « je mets à distance mon diagnostic ». Et elle sait aussi pourquoi, parce qu'un peu plus loin dans son témoignage, elle dit que son témoignage a toujours oscillé entre schizophrénie et bipolarité, psychose maniaco-dépressive. Comme je l'ai toujours dit, selon le psychiatre, selon les normes auxquelles on se réfère, les diagnostics ne sont pas les mêmes. Bien. Bon, là-dessus, comme elle dit, elle a eu des moments de difficultés graves qu'il ne s'agit pas de nier, mais dont je dis qu'on peut en parler en parlant autrement qu'à travers une étiquette, dont on se rend bien compte que tout le monde ne met pas les mêmes choses derrière ces étiquettes.
Sans compter le fait que tout le monde ne met pas les mêmes étiquettes non plus. Alors, néanmoins, elle dit stabiliser avec un antipsychotique léger. Je ne sais pas ce qu'elle appelle antipsychotique léger, mais nous verrons. Alors, elle poursuit. Le déclencheur de ma première décompensation, à l'âge de 21 ans, reste mystérieux, même 30 ans plus tard, et après de nombreuses années de psychothérapie. Alors déjà, je note l'emploi du terme de décompensation, qui est un terme de psychiatrie qu'elle a repris évidemment de tout ce qu'elle a entendu à droite et à gauche, puisque c'est ce que les psychiatres, les psychologues et les psychanalystes redoutent à tout prix, c'est la fameuse décompensation qui induit les psychiatres à faire des hospitalisations contre le gré des gens, à donner des médications contre le gré des gens, etc. Tout ça pour éviter la fameuse décompensation, ce qui veut dire pour eux déclenchement d'un délire. Hein. Bon, toujours est-il que ça lui est arrivé, elle, voilà. Elle dit de non, après de, elle comprend toujours pas comment c'est venu, malgré de nombreuses années de psychothérapie. Bon, elle ne dit pas ce qu'elle a découvert en psychothérapie par ailleurs. Elle ne dit rien de sa vie d'ailleurs par ailleurs. Donc c'est un peu difficile de faire des hypothèses. On va laisser donc la question en suspens. Néanmoins, elle poursuit. À l'époque, les soignants l'avaient relié, le déclenchement, entre autres au décès de mon père survenu 3 ans et demi auparavant. Décès qui, sur le moment, n'avait pas semblé me traumatiser plus que cela. Oui, effectivement, je retrouve le problème que j'ai rencontré pendant tout mon trajet en psychiatrie et en psychanalyse, c'est que ce sont les autres qui vous disent ce qu'est votre vie. Là, on relie le déclenchement de sa psychose à la mort de son père. Bon, évidemment, c'est facile. On interroge la biographie de quelqu'un, on s'aperçoit qu'il y a eu un événement traumatique dans les mois ou les années qui ont précédé, on dit « Ah ben c'est ça ». Bon, c'est possible que ce soit ça, mais l'important, ça serait que le sujet le dise. Et si elle ne le dit pas, eh ben, elle ne peut que conclure que le déclenchement de sa psychose reste pour elle mystérieux. C'est pas parce que les soignants disent que c'est la mort de son père que c'est la mort de son père. Alors elle poursuit, certes, il y avait peut-être eu des signes plus insidieux à l'adolescence. J'étais décalé avec un comportement parfois imprévisible et difficile à comprendre. Mais comme beaucoup d'adolescents, j'ai eu des comportements à risque, fugue, prise de cannabis, sexualité dès mes 13 ans. J'ai connu également une désaffection dans mes études alors que j'étais une très bonne élève jusqu'à 12 ans. Bon, vous voyez qu'en effet, la mort du père, elle a bien d'autres éléments pour penser que ça date de bien avant. Mais elle ne fait que nous donner quelques jalons sans aller plus loin dans l'analyse de son histoire. Ce qui me fait dire qu'elle a eu bien du mal avec ses psychothérapies, parce que dans le principe, c'est la psychothérapie, ou du moins la psychanalyse, qui permet justement cette analyse et qui permet au sujet de dire voilà, ce qui m'est arrivé, c'est cela, et ça m'est arrivé à cause de ceci et de cela. Dans le principe, une analyse, ça mène à ça. Mais on n'est pas obligé d'avoir fait une analyse quand on dit qu'on a fait des psychothérapies. Ceci dit, le fait qu'elle dit « j'ai connu une désaffection dans mes études alors que j'étais très bon élève jusqu'à 12 ans », j'ai entendu ce genre de truc effectivement beaucoup de fois dans mon histoire à écouter des gens. Ça me rappelle l'histoire d'une fille, une adolescente dont j'ai eu à m'occuper quand je travaillais à l'hôpital de jour pour adolescents de Saint-Cyr.
Euh, cette fille-là, j'arrivais à la voir plus ou moins en individuel, alors que on m'avait strictement interdit de voir les gens en individuel, puisque c'était un gouvernement de la psychanalyse. Le médecin-chef était psychanalyste, qui disait, et il disait, les analyses, ça doit se faire en dehors de l'institution. Et quand je disais, est-ce que les gens vont en dehors pour faire une analyse? Ben non, ils n'y allaient pas, évidemment. J'ai entendu ça partout. Cette espèce de principe idiot qui ne tient aucun compte des réalités, qui fait que quand on dit aux gens, ben non, c'est pas le lieu pour faire votre analyse, allez la faire ailleurs, ben ils vont pas la faire ailleurs. Sauf exception rarissime, c'est arrivé. Mais vu le nombre de gens qu'on a à traiter, la plupart des gens n'y vont pas. Par contre, ils demandent à parler. Hein, dans cette institution, les adolescents m'agrippaient dans les couloirs pour me dire des trucs. Et quelquefois, je leur disais, bon, ben viens, allez, hop, on entrait dans un atelier désert, parce qu'il n'y avait pas de bureau prévu pour les entretiens, c'était pas fait pour ça. Et je les écoutais pendant un moment, mais en me dissimulant aux yeux de l'institution, puisque l'institution ne voulait pas qu'on écoute les adolescents. Il fallait qu'elles aillent se faire écouter ailleurs. Bon, et en particulier ces adolescentes dont je parle, qui effectivement avaient eu quelques hallucinations autour de l'âge de 12 ans, ce qui l'avait obligé à s'arrêter dans ses études, à être hospitalisée. Et elle était sous neuroleptique, évidemment, et elle me disait, j'arrive à rien à l'école, maintenant qu'elle avait repris le lycée, parce que je dors tout le temps, j'arrive à rien retenir, je peux plus, quoi. Et il était clair que c'était les neuroleptiques qui faisaient ça, et non pas sa maladie. Or, le médecin et les infirmiers, en réunion, décrètent que cette fille-là est débile, puisqu'elle n'y arrive pas à l'école, et qu'il faut que je dise à ses parents, ils me disent ce que je dois dire, hein, c'est mon rôle, en tant que psychologue, d'aller dire aux parents que leur fille est débile, on ne me dit pas de dire le mot, on me dit d'enrober les choses, hein, et que elle n'arrivera jamais à passer le bac ni à faire des études, donc autant la diriger vers un CAP, voire même un CAT, pour qu'elle fasse un travail manuel et basta. Et leur faire entendre que c'était les neuroleptiques qui la mettaient dans cet état-là, et non sa maladie, ou ses dispositions mentales, c'était impossible, hein, inaudible pour eux. Alors que cette fille me disait, comme le témoignage dont je suis en train de parler, me disait qu'elle était très bonne à l'école, avant ces problèmes qui l'ont induit à prendre des neuroleptiques. Hein. Donc le neuroleptique crée le problème au lieu de le résoudre. C'est un peu problématique, en effet. Donc j'ai eu cette réunion avec les parents et un infirmier pour me surveiller, parce que c'est comme ça dans cette institution, on fait le travail collectivement, n'est-ce pas? Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour surveiller l'autre. Et je n'avais pas dit aux parents que leur fille était débile et qu'il fallait qu'ils renoncent, etc., etc. Et d'où je m'étais fait engueuler à la réunion suivante parce que j'avais pas dit ce qui était prévu. Et je suis parti de cette institution très peu après, évidemment, parce que je suis décidément tout à fait incompatible avec toutes les institutions. Bon, l'histoire que je raconte là n'est pas unique, hein, et c'est pour ça que dans ce témoignage, j'y vois quelque chose de semblable. Hein. Je pense qu'à l'adolescence, il se passe des choses assez effroyables pour les gens. D'une manière générale, il y a des gens qui en réchappent et qui grandissent à peu près bien, et il y a des gens que ça leur fait de graves difficultés. Bon, voilà, notamment aux filles, il y a les règles qui arrivent à partir de 12 ans, et c'est pas toutes les filles qui arrivent à supporter ce changement terrible de leur corps. Et bon, en tout cas, là, ça a été le cas. Hein. Et je vois que c'est encore le cas pour cette femme qui donne son témoignage à l'âge de 53 ans. Bon, elle ajoute, puisque je reviens à cette dame,
Ma mère a éprouvé le besoin de me faire évaluer par un psychologue. J'ai passé des tests pendant une journée entière avec des résultats qui ne m'ont jamais été communiqués, mais qui ont, semble-t-il, réussi à la rassurer. Rassurer qui? Sa mère. Alors voilà, ça c'est le truc aussi que j'ai jamais pu faire, moi. C'est-à-dire faire passer des tests à des gens et puis on leur donne pas les résultats. Ou établir un diagnostic et ne pas le dire aux gens. C'est-à-dire faire les gens des objets. On les étudie, on parle de tout ça dans leur dos, en réunion, avec les parents, avec les spécialistes, mais la personne elle-même reste en dehors de tout ça. C'est pour ça que quand John Nash dit « je vais mettre mes hallucinations à distance » et quand cette dame dit « je vais mettre mon diagnostic à distance », eh bien je dis chapeau. Ces gens-là ont une sacrée force d'âme pour réussir à sortir de la pression sociale et à dire « voilà, je trouve ma solution ». Et puis, malgré cette adolescence un peu difficile, elle dit, à cette époque, tout semblait aller bien dans ma vie. Après mon baccalauréat, j'avais passé une année à Londres, puis de retour en France. Je poursuivais des études et effectuais parallèlement un travail intéressant sur des films. J'avais une vie sociale et amicale, j'étais autonome, y compris financièrement. Je vivais seul dans une chambre de bonne. À 21 ans, du jour au lendemain, tout a basculé. Je suis resté un mois isolé, prostré sous une table, dans ma chambre, sans me laver, à manger de la nourriture pour chat, je vivais avec 2 félins, et à sortir quasiment uniquement la nuit. Je garde très nettement en mémoire auditive et visuelle quelques curieuses rencontres nocturnes dont j'ignore encore si elles ont été réelles ou le fruit de mon imagination. Vous voyez que là on retrouve un petit peu l'histoire de John Nash. Sauf que là, elle ne nous dit pas qui elle a rencontré, quels étaient ses dialogues avec elle, bien qu'elle dise qu'elle garde ça très nettement en mémoire. C'est très dommage qu'elle ne nous en parle pas. Mais bon, elle a choisi finalement de ne nous parler que de l'aspect psychiatrique finalement de sa vie, et pas de sa vie personnelle. Ce qui est très dommage, mais bon, le témoignage est ce qu'il est, je prends ce qu'il nous dit. Je ne me souviens pas avoir dormi pendant les quelques semaines, et ni de ce que j'ai fait, mon rapport au temps étant déformé. C'est en tout cas l'école qui a prévenu ma mère de mes absences. Hospitalisation en urgence et engrenage pendant plusieurs années qui m'ont éloigné d'une vie sociale normale. Plusieurs hospitalisations, traitements lourds à l'aldol, au Laroxyl et d'autres médicaments dont je ne me souviens plus. Voilà, on retrouve ce que je vous ai raconté de l'adolescente qui finalement se retrouve coupée de la société, et par peur de voir réapparaître ses hallucinations, eh bien, on lui colle des neuroleptiques qui la coupent d'elle-même, de sa capacité de mémoire, de sa capacité d'attention, et de ses amis, de sa famille, là, par une hospitalisation. Bon, je vois pas le problème en quoi les hallucinations seraient si problématiques que ça, si on offrait aux gens un accompagnement pour ces hallucinations. Alors bien sûr, là, la dame nous dit que rester isolé sous sa table, sans se laver, sans sortir, en mangeant de la nourriture pour chat pendant des semaines, c'est un problème, hein, évidemment. Oui, c'est normal que l'entourage s'inquiète et fasse quelque chose. Bien entendu, il y a un moment où il faut aider, quoi. Mais on peut aider et aider autrement. Alors je sais bien, dans la société actuelle, c'est quasiment impossible de concevoir une autre aide que celle de hospitalisation, médicaments, et donc aggravation du problème au prétexte de le soulager. Elle continue, en effet, dès cette première hospitalisation, je me suis détaché du monde et de mon environnement immédiat, sans en avoir forcément la volonté ni la conscience, mais comme dans un réflexe archaïque d'autoprotection. Mutique, catatonique par moments, ne communiquant ni avec ma famille, quand ils étaient autorisés à me voir, ni avec les soignants.
J'étais persuadé qu'on cherchait via ces médicaments ou les aliments à m'empoisonner. Ben oui, ça aussi c'est un truc que j'ai souvent entendu. Mais effectivement, quand on force les gens à se traiter, quand on force les gens à prendre leurs médicaments, et qu'on vérifie, parce que souvent les infirmières lui demandent d'ouvrir la bouche après la prise de médicaments pour voir si les gens ne cachent pas le médoc sous la langue pour pouvoir après aller le recracher dans les toilettes. Ça, je l'ai vu faire. C'est même systématique. Donc on ne fait pas confiance aux gens et on voudrait qu'ils fassent confiance en retour, confiance dans le traitement. Il y a là une contradiction effroyable. Et comment est-ce qu'on veut que le traitement fonctionne quand on connaît l'existence de l'effet placebo? Vous savez que même pour les médicaments utilisés en médecine générale, des études tout à fait scientifiques avec des statistiques ont prouvé que l'effet placebo contribuait à environ 30% de l'effet du médicament. Même dans le cas de maladies organiques. Alors dans le cas de maladies psychiques, c'est encore plus important. Donc si on n'obtient pas la collaboration de la personne et qu'on cherche à la soigner contre son gré, évidemment, elle étant dans un état psychique de faiblesse, etc., elle pense qu'on veut l'empoisonner. C'est une réaction, je dirais, quasi normale. Mais bien entendu, les psychiatres et tout l'environnement va mettre sur le compte d'une paranoïa. Mais c'est, au contraire, une façon logique d'entendre cette façon qu'on a de traiter les gens. Alors elle dit, en réaction, j'ai développé une anorexie, couplée d'une potomanie importante. Je buvais 10 de litres d'eau par jour, convaincu que l'eau me permettrait de diluer le poison, traitement qu'on avait fini par m'injecter, car je faisais semblant d'avaler les cachets. Voilà. Oui. Et ça, je l'ai appris, c'est elle qui me l'apprend. Parce que personne ne m'en a jamais parlé, ni évidemment dans les enseignements de psychiatrie ou de psychologie ou de psychanalyse que j'ai suivis. La potomanie, mais ça c'est quelque chose de très connu. Quelqu'un boit beaucoup, on nomme ça potomanie, et c'est un symptôme de la psychose. Point barre. Et on cherche des moyens d'empêcher les gens de boire trop. Comme on les empêche d'avoir des hallucinations ou des comportements dangereux, etc. Il y a quelque chose, on fait le contraire, y compris contre la volonté des gens. Alors quand quelqu'un est en train de se jeter par la fenêtre, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer d'éviter cela, mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. On lui fait prendre des médicaments contre son gré, et ensuite on les injecte parce qu'on s'est aperçu qu'elle les recrachait. Donc elle n'a plus aucune solution sauf de boire beaucoup pour effectivement diluer. C'est une réaction tout à fait logique et je dirais normale à cette façon de traiter les gens. Alors elle poursuit, il m'a fallu 3 ans pour m'en remettre et reprendre un semblant de vie normale. 3 ans entrecoupés de quelques séjours en clinique, sans travailler ni étudier. Il était alors hors de question de me laisser vivre seul et j'ai déménagé chez ma mère. 3 ans pour reprendre une vie sociale, étant à cette époque en grande difficulté pour communiquer avec quiconque. Pour donner une image qui m'est apparue évidente après plusieurs années, j'étais déconnecté, comme pourrait l'être un ordinateur. Déconnexion neuronale, c'est certain, avec difficulté à retrouver ensuite ce qu'il y avait sur le disque dur. En d'autres termes, il m'a fallu réapprendre beaucoup de choses, notamment au niveau comportemental, comme si j'avais perdu toute compétence sociale, au risque par la suite d'être plus robotisé que spontané, et ce, pendant plusieurs années. Et là, moi, je me demande si cette déconnexion, évidemment, il y a eu une déconnexion à la base, elle s'est déconnectée. Mais ensuite, est-ce que ce sont les médicaments qui ont poursuivi cette déconnexion ? Ou est-ce que c'est cette déconnexion elle-même qui s'est poursuivie ? Il est impossible de le savoir. Si un jour on n'essaie pas, et on n'essaiera pas, parce que
La prescription de médicaments est tellement systématique que l'essai de quelqu'un quelque temps dans cet état-là, avec un accompagnement adéquat pour voir ce qui se passerait, comme ça vient même pas à l'idée, ben voilà, on ne sait pas. Et on ne saura sans doute jamais. Par la suite, dit-elle, j'ai vécu de longues périodes de stabilisation, mais aussi 2 autres décompensations, toujours le même mot, malgré le traitement. Et ça, c'est ce que j'ai vécu en 40 ans de travail en psychiatrie. Les gens qui ont ces fameuses décompensations qu'on cherche à éviter alors qu'ils sont sous neuroleptiques, c'est le quotidien, c'est tout le temps. Ce ne sont pas des exceptions. Alors que j'ai raconté l'histoire de cette dame que j'ai reçue, qui était étiquetée maniaco-dépressive et que j'ai reçue pendant 10 ans, à raison de 3 séances par semaine, 10 ans sans le moindre médicament et sans la moindre décompensation, c'est-à-dire sans la moindre crise maniaque ou dépressive. Bon, avec, certes, une crise au bout de 10 ans, mais quand même, 10 ans sans médicaments, c'est quand même pas rien. Hein. Et donc, je me dis que prendre le risque d'une crise, c'est pas bien grave, compte tenu, au contraire, de l'effet au long cours que provoquent les médicaments. Là encore, elle dit ces décompensations se sont déclenchées de façon très insidieuse, je ne les ai pas vues venir, mais après coup, je les ai attribuées à un fait d'actualité mortifère, par exemple la guerre du Golfe. Ou probablement le déplacement d'un autre stress dont je n'avais pas pris conscience. Bon, elle ne nous en dit pas plus, donc on ne peut pas savoir plus. Mais c'est effectivement beaucoup plus ça qui déclenche effectivement les problèmes, les difficultés, plutôt que la prise ou la non-prise de médicaments. Avec le recul, dit-elle, je suis persuadée que la psychose est multifactorielle, que le facteur génétique, certes présent dans ma famille, ne suffit pas, et qu'il faut un ou plusieurs événements catalyseurs et déclencheurs d'un stress qu'on ne sait pas gérer pour que la maladie se réveille. Multifactoriel ne suffit pas que tous les facteurs ont pour chacun le même degré d'importance. Bon, alors là, elle reprend le discours qui se dit partout, hein, c'est génétique, mais il faut d'autres facteurs pour que ça se déclenche. Moi, que ça soit génétique, j'en doute même, mais qu'il y ait des facteurs dans la vie d'une personne qui déclenchent ce genre de choses, oui, bien entendu. Simplement, il faut prendre le temps de les analyser. Sinon, on ne sait pas ce qui se passe. Et les analyser ne veut pas dire rester à la superficie des choses. Parce qu'en effet, il est très possible qu'un événement soit traumatisant sans qu'il ait l'air traumatisant. Hein, la personne a l'air pas triste à la mort de son père, ou tout à fait normal à la suite d'un accident de voiture. Et puis, c'est de la frime. C'est un espèce de faux self qui se met en place, qui vient par-dessus pour éviter la douleur, éviter la tristesse, et puis ça ressort d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut prendre le temps de creuser les choses. Hein. Et c'est pour ça que la psychanalyse est intéressante, parce qu'on ne sait pas le nombre de crises de ce genre qui ont peut-être pu être évitées chez des gens, juste parce que justement, ils sont en analyse. Ils passent leur temps à s'interroger sur ce qui se passe dans leur vie. Et se rendant compte de ce qui se passe dans leur vie, ça leur évite de déclencher un truc paroxystique, que ça soit une hallucination, une dépression, un tout ce qu'on voudra, une crise maniaque, pour que la soupape de sécurité saute, quoi. La soupape, justement, le petit machin qui fait sortir la vapeur, c'est la parole régulière chez un analyste. Ça, c'est autre chose. Mais bien entendu, quand les choses se passent bien, eh ben, on ne le sait pas, finalement. Quand on évite les problèmes, oui, on n'en parle pas et ça ne rentre pas dans les statistiques. Et les antipsychanalystes peuvent dire oui, vous n'avez pas eu de guérison. C'est peut-être parce qu'on a aussi évité des maladies.
et que quand on intervient, quand il faut parler de guérison, c'est peut-être un peu tard. Ça n'empêche pas d'intervenir et de remettre les choses sur les rails, mais en prenant le temps. Elle ajoute, avec une grande lucidité, « Ce qui stresse l'un ne bouleversera pas forcément son voisin, chacun ayant un parcours et un rapport à la vie forcément singulier. » Bah oui, c'est exactement ça. Et les défenses, elles aussi, singulières. Mais il suffit selon moi d'un déséquilibre pour faire basculer tout l'édifice sans qu'on puisse voir venir le processus. Soi-même, comme parfois malheureusement les proches, le déni pouvant être contagieux. Le déni, c'est ça, c'est avoir un stress, un accident, un deuil, un je ne sais quoi, qui fait que la première réaction peut être de dire bah, « ouais, ça me fait rien du tout, ça va passer ». Ou les conseils, vous savez, que donne toute la famille en général, l'entourage, n'y pense plus, fais des activités, éclate-toi, fais de nouvelles choses, le passé c'est le passé, faut pas le ressasser, etc., etc. Bon, en psychanalyse, c'est exactement le contraire qu'on fait, hein, on ressasse le passé. Mais c'est pas le ressasser, c'est l'analyser, c'est en faire quelque chose. Hein. C'est vrai que tourner en rond en disant toujours les mêmes phrases, ça n'amène pas à grand-chose. Mais quand on l'écoute, quand on montre qu'on écoute, ce que je fais, ben, ça cesse d'être du ressassement, ça devient une analyse. La difficulté réside aussi dans le fait que, dès qu'un processus de méfiance, si ce n'est un sentiment paranoïaque, est enclenché, il devient difficile de communiquer, tout pouvant être interprété négativement, même les mots les plus anodins. Clairement, le rapport aux autres et à la réalité n'est plus le même. Alors là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Et si on rentre dans ce circuit paranoïaque en forçant les traitements, eh ben, on ne peut que renforcer ce processus et non pas l'aider à sa résolution. Alors elle dit « Les hospitalisations sous contrainte à la demande d'un tiers ont été pour moi violentes à vivre, mais compréhensibles après coup et avec du recul. » Oui, comme je le disais au départ, effectivement, quand quelqu'un s'enferme chez lui, ne sort plus, mange des boîtes pour chats, oui, on peut peut-être faire quelque chose. Mais on peut aussi faire ce quelque chose d'un tas de façons différentes. Alors, elle ajoute « Aujourd'hui, avec mon parcours, et même si j'ai appris à gérer le stress au plus près, et à identifier ce qui peut le provoquer, je sais très bien que je ne serai pas encore tout à fait certaine de pouvoir anticiper une rechute. Certains signaux d'alarme peuvent me mettre la puce à l'oreille rapidement, comme des insomnies à répétition, avec l'impression que le cerveau est en surchauffe permanente, un besoin d'isolement important, des difficultés à me mobiliser sur un projet, voire à gérer le quotidien le plus simple, ménage, toilette, mais aussi parfois une suractivité sans fatigue, une indifférence, voire une froideur affective, un sentiment accru de méfiance envers les autres, alors que je suis normalement d'une nature confiante et ouverte. Alors, voilà, c'est là ce qui est intéressant. C'est que dans la conception psychiatrique et même psychanalytique de la forclusion du nom du père, si quelqu'un est psychotique, il est psychotique. Il est d'une autre structure. Alors que là, elle dit bien qu'elle a deux modes de fonctionnement, ce dont j'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il y a un mode où elle est en crise, on pourrait dire, où il y a cette espèce de surchauffe du cerveau dont elle parle, la méfiance à l'égard des gens, ne plus se laver, éventuellement ne plus manger, toutes ces choses-là, la méfiance à l'égard des gens. Et puis il y a l'autre mode de fonctionnement où elle, dit-elle, elle est confiante, ouverte, où elle a une vie sociale, où elle réussit bien dans son métier, où elle réussissait bien à l'école avant, etc. Hein, ce n'est pas une personne qui est dans la totalité de sa personnalité hors le monde des humains, ce que laisse pas penser la théorie de la forclusion du nom du père, ou la théorie tout simplement psychiatrique de la psychose, qui en fait un truc génétique, qui fait que vous êtes comme ça et pas autrement. Bon.
Voilà une phrase extrêmement intéressante. Je m'autorise aussi à demander aux quelques rares amis si parfois j'interprète mal telle ou telle situation. Voilà. Elle trouve sa solution, et sa solution, eh bien, c'est la même que celle de John Nash. Ce qui est, je trouve là, extraordinaire. Elle demande aux gens, quand elle a l'impression que ça commence à aller mal, si elle est dans un mode interprétatif par rapport aux choses, comme Nash qui demandait, souvenez-vous, à telle personne, est-ce que cette autre personne est réelle? Est-ce que vous la voyez? Et là, c'est à propos d'interprétation au niveau d'un mot, dont on sait que c'est ça le système paranoïaque. Penser que quelqu'un dit du mal de vous, alors que c'est peut-être qu'une interprétation sur un rien du tout, un jeu de mots, une intonation, voilà. Comme je l'en avais parlé d'autres fois, une personne qui me dit « vous m'avez regardé de travers », et j'ai rien pu faire. Parce qu'on peut aussi ne rien pouvoir faire. Mais là, la personne ne m'avait pas demandé attendez, vous m'avez regardé de travers, mais j'interprète peut-être. J'aurais pu là sauter sur le ah, oui, écoutez, moi j'ai pas eu l'impression de vous regarder de travers. Effectivement, on peut se poser la question de si vous n'êtes pas en train d'interpréter. Oui, il faut quand même y mettre aussi un peu de liant, bien entendu. Eh bien, voilà des choses qu'on peut retenir si on est accompagnant de personnes dans ces crises pour les aider à rentrer dans ce type de démarche. Ce type de démarche où elles trouvent leur propre solution. C'est leur propre solution, mais on peut les y aider. Là, je repense à cette personne dont j'avais dû parler dans d'autres vidéos, et excusez-moi si je me répète, mais enfin, bon, c'était une dame qui venait, en arrivant à sa séance, elle me disait « ça y est, monsieur Habibon, y a encore quelqu'un qui m'a prise pour une voleuse. » « Ah bon, qui ça ?» L'épicier. Pourquoi ? Parce que quand il m'a rendu la monnaie, je sais pas, je crois que j'ai pris un peu trop, il s'est trompé, mais je lui ai rien dit. Alors c'est comme si je l'avais volé et il a pensé que j'étais une voleuse. Je dis mais quels indices vous avez pour penser qu'il pense que vous êtes une voleuse ? Je sais pas, j'ai eu l'impression, mais il vous l'a dit ? Non, il me l'a pas dit. Mais alors, quoi dans son attitude ? Essayez de réfléchir, dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il pensait que vous étiez une voleuse ? Et là, elle s'interroge un peu, puis elle me dit, en fait, rien. Ah ça y est, je me suis fait des idées. Vous voyez, pouf, le délire tombe tout de suite. Et ça, j'ai fait ça, mais des centaines de fois. Alors je dis pas que ça recommence pas après. À la séance d'après, ça revient. Cette fois c'est le boulanger, ou c'est la voisine, ou c'est n'importe qui la regarde, qui a pensé etc. Eh bien, on refait le même travail, et ça permet à la personne de tenir le coup, au moins, et même, peut-être, avec le temps, de faire ce travail-là elle-même. D'ailleurs, celle dont je parle... Et à la fin de mon travail avec elle, ou une quinzaine d'années, quand elle arrivait en séance, souvent elle me disait j'ai pensé que la voisine pensait que j'étais une voleuse, mais je sais que je me suis fait des idées. J'avais plus besoin de rien faire, elle faisait le travail toute seule. Bon. Voilà le sens dans lequel on peut travailler. Et j'ajoute que cette dame, je l'ai vue pendant 15 ans, elle était sous neuroleptique à dose massive. Donc ça l'empêchait absolument pas d'avoir ces idées paranoïaques, dites paranoïaques. C'est les idées que je qualifie, pas la personne. Et que la personne, elle, arrivait très bien donc à se défaire de ces idées, mais par un travail sur elle-même. Et c'est pas le neuroleptique qui y aidait, c'est le gars moi-même. Alors, on revient à la personne qui a écrit son témoignage et qui dit « Par ailleurs, la lourdeur des premiers traitements ayant entraîné des problèmes d'amnésie, il y a des années entières dont je n'ai aucune souvenance,
Et la mémoire étant mouvante, je pense que chacun est amené à reconstruire et réécrire le cours de sa maladie afin de se retrouver soi-même. Eh bien oui, en effet, mais c'est le principe même de la psychanalyse. Hein. C'est pas seulement le cours de la maladie, mais c'est le cours de toute la vie dont il est question. C'est ça qu'on fait en psychanalyse. Et justement parce qu'on ne sépare pas la maladie de la vie, parce que moi en tout cas, je ne prends pas la vie des gens dans leurs difficultés pour quelque chose de maladif. Je le prends pour des difficultés. Je ne dis même pas le mot symptôme, puisque ça serait rentrer dans le système médical, que je préfère éviter. Mais voyez quand même le problème, hein, des années entières dont elle n'a aucune souvenance. Et ça, oui, ça c'est l'effet des neuroleptiques, c'est elle-même qui le dit. Effectivement, c'est une molécule, elle n'est pas sans effet. L'effet, c'est de ralentir le mode de pensée. Et quand ça ralentit le mode de pensée, ça ralentit aussi la mise en mémoire. Il y a des tas d'événements qui vous passent comme ça. Et on fait passer les gens à côté de leur vie. Je ne prétendrai pas être complètement sorti d'affaire, poursuit-elle, même si je me considère très bien stabilisé et que je me sens à ce jour appartenir à une histoire, mon histoire, ce qui est aussi selon moi un excellent indicateur d'un processus de rétablissement. Le parcours pour aller mieux peut être parfois très long et il faut s'armer de patience et apprendre à vivre au jour le jour, pas à pas, en savourant de petites victoires. Accepter aussi que la vie soit mouvante et que l'on évolue en permanence sans chercher à se comparer aux autres, ce qui peut être et reste souvent le parcours de toute une vie. Bon, c'est une jolie conclusion, sauf que quand elle dit qu'elle appartient maintenant à son histoire, de son histoire, elle ne nous a rien dit dans son témoignage, ce qui est encore une fois très dommage. Elle n'a pas parlé de son rapport à ses parents, elle n'a pas parlé de sa vie amoureuse, elle n'a pas parlé de ses rapports à ses amis, de son rapport à sa profession, à rien. Je sais qu'il y a une espèce de défiance à l'égard du parler de soi, défiance contre laquelle j'ai déjà beaucoup gueulé et qui se retrouve aussi et surtout dans les écoles de psychanalyse où on ne parle surtout jamais de soi, des autres, oui, volontiers, mais de soi, non. Et donc, alors que c'est cette capacité à parler de soi qui fait qu'on a réintégré son histoire, et que de son histoire on en fait quelque chose parce qu'on le partage avec d'autres, et qu'on est capable de le partager avec d'autres. Et donc pas seulement avec le psychanalyste dans un premier temps, bien entendu, puisqu'on est incapable de le faire avec les autres, puisqu'on ne trouve pas l'écoute nécessaire. Mais une fois qu'on l'a partagé avec le psychanalyste, eh bien après, il faut en faire quelque chose de social. Je dis il faut, c'est pas obligatoire, hein, je pose pas une obligation, mais je pense que c'est là que se situe un des axes fondamentaux d'un mieux vivre avec soi-même, d'être capable de parler de soi-même. C'est pour ça que j'ai inventé ces groupes qui s'appellent Parler de soi, et où, de tout petits groupes, mais où on sort un peu du cabinet du psychanalyste pour parler à d'autres, dont on ne sait pas quelle est leur capacité, après tout, à écouter ou à pas écouter, mais où la règle que j'impose se substitue à l'écoute ou au défaut d'écoute des gens. La règle, c'est on n'interrompt pas la personne qui parle, on ne l'interprète pas, on ne la juge pas. Voilà, ce qui est l'attitude d'un analyste, mais là que j'impose par la règle. Ça marche plus ou moins bien, parce que comme toutes les règles, parfois il y a des gens qui transgressent. Mais bon, voilà, c'était l'invention d'un lieu où ça puisse exister, ce parler de soi, qui permet aux gens de trouver un équilibre avec leur histoire. Alors, il est intéressant de noter aussi quelles sont les réactions à ce témoignage, parce que c'est sur une page internet qui est ouverte, qui est publique, et donc il y a eu un débat. Et une des premières réactions a été quelqu'un qui a dit « Je me permets de douter du diagnostic de psychose ». Paf !
La dame, elle dit, je me défais des diagnostics, et lui, il doute du diagnostic de psychose. C'est-à-dire qu'il ne doute pas des diagnostics, mais il rentre, c'est pas de sa faute, je dirais, parce que tout le monde est là-dedans. Hein. Quelqu'un a un diagnostic, et puis quelqu'un qui se croit plus malin va dire ah oui, mais non, c'est pas le bon diagnostic, il y en a un autre. Et là, on reste dans la même logique. Hein. Qu'est-ce que c'est un diagnostic contre notre diagnostic? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. On l'a bien vu. Il y a eu des psychiatres qui l'ont traité de schizophrène et d'autres qui l'ont traité de maniaco-dépressive. Bon, rien que ça devrait amener à s'interroger sur la pertinence même de la notion de diagnostic. Mais non, non, mais vous vous dites psychotique, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà. Et il argumente, ce monsieur, en disant le texte révèle un usage du symbole dont l'accès par le sujet peut laisser penser à autre chose. Hein. Voilà. Le sujet a un accès au symbole. On entend derrière cette petite phrase toute la théorie psychanalytique lacanienne de la psychose. C'est hors symbolique. Hein. C'est-à-dire la fameuse phrase de Lacan, ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel. Mais évidemment que le texte de cette dame est à fond dans le symbolique. C'est un texte parfaitement sensé de quelqu'un qui fait de très belles phrases, qui se comprennent complètement. On est dans le symbolique. Alors, le fait que quelqu'un soit dans le symbolique, ah ben non, mais il n'est pas psychotique. Attendez, ça revient toujours à cette notion du, voilà, la forclusion, ça divise l'humanité en deux, il y a ceux qui ne sont pas dans le symbolique et ceux qui y sont. Alors qu'on a vu que la dame elle-même décrit qu'elle a des périodes où, oui, elle dérape, mais ça ne veut pas dire non plus qu'en dérapant, elle est hors symbolique, hein. Elle dérape de la réalité. Mais la réalité, il y a d'autres réalités. Par exemple, dans les rêves, moi, je suis dans mes rêves. Hein, je suis hors réalité. Je construis des mondes complètement imaginaires. Et j'y crois. Mais même mes imaginations sont symboliques. Elles sont symboliques de quelque chose. La preuve, je peux interpréter mes rêves à mon réveil. Hein. Donc je suis dans le symbolique. Bien que je sois dans mon rêve dans un état qu'on peut qualifier de psychotique. C'est l'état qui est psychotique, pas moi. Hein. Le moi psychotique, ça n'existe pas. Il y a des états où parfois on passe par là, par un espèce de rêve éveillé, en effet, où on est... mais c'est pas pour ça que c'est hors symbolique. Hein. Ça, c'est vraiment une théorie à laquelle je n'adhère plus du tout. Hein. Mais à culpa, j'y ai adhéré pendant des années, puisque c'est ce qu'on m'avait enseigné tout partout. Hein. Mais ce que je trouve de plus extraordinaire, c'est que j'ai eu à travailler avec les gens les plus régressés qui soient. Hein. J'en ai déjà parlé, notamment à l'hôpital de Saint-Vaury, mais à peu près dans tous les hôpitaux, on trouve des gens comme ça, et dans tous les hôpitaux où j'ai travaillé, j'en ai rencontré et je m'en suis occupé. Hein. Des gens qui ne parlent pas, qui sont incontinents, qui peuvent être violents, ou au contraire complètement apathiques. J'ai vu tous les cas de figure, mais à chaque fois, en analysant ce qui se passe, je m'aperçois qu'ils sont dans le symbolique. Il n'y a absolument rien de forclos pour eux. Hein. Bon. Ou alors, le mieux que je puisse dire, c'est qu'ils sont à la limite du symbolique. Hein. Je repense à ce gars-là qui passait ses journées autour des portes. Hein. Il passait son temps à ouvrir et à fermer en claquant la porte avec le plus de bruit possible. Mais il faisait ça toute la journée. Je vous dis pas dans le pavillon l'ambiance que ça met. Alors bien entendu, l'idée de toute l'équipe, c'est qu'il arrête. Moi, mon idée à moi, ça a été d'être avec lui toute la journée. Non, pas toute la journée. Mais enfin, chaque fois que je pouvais, que je lui consacrais 1 heure, et je lui consacrais environ 1 heure tous les jours, comme aux autres. Ce qui fait que je travaillais 8 heures par jour. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Et quand il ouvrait la porte et qu'il passait de l'autre côté, je lui disais « tu sors ?»
Et il claquait la porte. Et puis quand il revenait, il disait « Ah, tu reviens ?» Je disais « Ah, tu reviens ?» Ou je disais « Tu es dedans, tu es dehors, ah, tu t'en vas, tu reviens ?» Je trouvais des mots, quoi, pour décrire ce qu'il était en train de dire. Bien entendu, j'avais commencé par lui poser des questions, mais comme il parlait pas, il répondait pas. Mais j'ai toujours eu pour principe de ne jamais croire le fait que quelqu'un ne parle pas. Pour moi, quelqu'un, il peut parler. Donc je lui pose des questions. Et donc je lui parle. Quoi que dise le dossier, quoi que disent les collègues, mon principe, c'est quelqu'un, il peut parler, il peut me répondre. C'est-à-dire qu'il est responsable, c'est ça, qui peut répondre. C'est pas du tout dans le sens qui est employé en psychanalyse lacanienne, à savoir, vous êtes responsable de votre symptôme. C'est pas ça du tout. Hein. Non, vous êtes responsable parce que vous pouvez répondre. Vous pouvez en répondre de votre symptôme. Vous pouvez dire d'où il est venu, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce que ça veut dire, c'est vous qui pouvez l'interpréter. C'est complètement différent, hein, comme interprétation du mot responsable. C'est pas du tout un jugement, c'est au contraire une confiance adressée à l'autre. Donc, cette alternance autour de la porte, entre dedans et dehors, mais c'est la base même du symbolique, c'est le Forda de Freud. Hein. Y avait aussi le jeune garçon qui avait une dizaine d'années et qui me prenait la tête sous son bras et qui m'envoyait balader dans les escaliers en poussant un grand cri, puis qui venait me rechercher. Il faisait du Forda, il parlait pas. Hein. Donc, certainement les collègues l'auraient qualifié de psychotique ou autiste. Et puis gros débat dans les réunions, est-ce qu'il est psychotique, est-ce qu'il est autiste? J'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il me prend et qu'il me jette. Ça, c'est intéressant. C'est le Forda. Donc, il est dans le symbolique. Mais il n'arrive pas à franchir cette barrière qui lui permettrait de faire de l'alternance présence-absence, d'en faire d'autres représentations. D'autres représentations qu'on peut articuler les unes aux autres, ce qui fait un langage. Il en est au trognon du langage qui est symbolique. C'est pas du tout dans le réel, quoi. Je pense que tous les êtres humains sont dans le symbolique. C'est vraiment pas, même quand ils sont en période de crise. En période de crise, hallucination, rejeter le gars moi-même comme ça, passer d'un côté à l'autre de la porte, c'est faire ce travail du symbolique qui est fabriquer de la représentation. Alors ça marche ou ça échoue, mais c'est le travail du symbolique, qui parfois échoue, je suis bien d'accord, mais qui est là. Même le gars complètement amorphe, apathique, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui faisait rien de sa journée, qui était incontinent, qui parlait pas, qui mangeait pas, rien, au point qu'on le forçait à manger. J'avais dit que moi je m'occupais de son manger et que en attendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, eh bien il finissait par manger. Mais après avoir fait toute une pantomime où j'avais repéré qu'il faisait un geste et son contraire. Il voulait prendre la nourriture et l'autre main venait pour empêcher la prise de nourriture. Il la mettait dans la bouche et puis il la recrachait. Bon, chaque geste comme ça suscitait le geste contraire. Rien que ça, ça veut dire que c'est symbolique. Parce qu'il y a forte et il y a da. Il y a présence de la nourriture dans la bouche et puis recracher. Il y a présence de la nourriture dans la main et puis la lâcher. Il y a geste d'aller chercher avec la main et geste de l'empêcher. C'est symbolique, même si cet enfant ne parle pas. Il y a donc la théorie de la forclusion ne marche à aucun moment sur aucune personne. Le gars qui était autour des portes, quand parfois il venait me trouver dans mon bureau, parce qu'après quelques semaines, il y a un transfert, comme avec tout le monde, qui se mettait en place, et quelquefois, il tombait dans mon bureau, mais comme d'autres. Alors évidemment, à n'importe quelle heure, et sans tenir compte du fait si j'étais avec quelqu'un ou pas. Mais quand je pouvais le recevoir dans ces cas-là, je le recevais avec plaisir, même si j'étais en train de rédiger quelque chose. Je lui disais pas « c'est pas l'heure ». Je disais « tu viens, super ».
Euh, et quelquefois, je l'ai vu me monter sur les genoux et il cherchait à me prendre par le cou, comme on le fait de quelqu'un qu'on aime bien. Hein. Comme un enfant monte sur le genou de ses parents et essaie de mettre son bras derrière la tête en un geste d'affection, quoi. Sauf que lui, il n'y arrivait pas. En fait, il m'envoyait son coude dans la figure en faisant ce geste. Et au début, ça me faisait un peu mal, donc je me mettais de côté. Mais vous voyez, c'était aussi le geste et son contraire. Un geste d'affection qui se transformait en geste de désaffection. Hein. Je veux te prendre, mais en même temps, je te rejette. Et il refaisait sans doute l'attitude qui avait été celle de ses parents à la naissance. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je fais pure hypothèse. Mais de toute façon, une naissance, c'est ça, c'est symbolique. Il y avait quelqu'un qui n'était pas là, et puis tout d'un coup, il est là. Et il faut une sacrée capacité symbolique, mais que tout le monde a à la base, pour accepter que la présence soit aussi susceptible d'absence. Et que ce n'est pas présence tout le temps ou absence tout le temps. C'est forcément dans une articulation, un aller, un venir. La tétée, c'est pas tout le temps, c'est à un moment, puis pas à un autre moment, c'est plus ça. L'estomac, il est plein, et on va ailleurs que dans les bras de maman. Hein. Y a cette alternance en permanence. Hein. C'est comme ça que le symbolique rentre dans le corps organique d'un petit enfant, dès le tout début. Hein. Alors après, que ça se fasse selon des modalités qui fait que plus tard, les gens ont des difficultés avec le dedans et le dehors, c'est-à-dire qu'ils mettent des représentations à l'extérieur d'eux-mêmes, peut-être bien pour pouvoir justement les maîtriser mieux, parce qu'au moins comme ça elles apparaissent comme représentations, comme dans un rêve apparaissent des représentations que je ne veux pas me représenter à l'état de veille, parce que ça serait trop douloureux. Et je vais vous en donner un exemple avec un rêve, et peut-être même plusieurs, tiens. Alors d'abord un rêve très court, mais très parlant. Je tombe du haut d'un gratte-ciel. Je ne me suis même pas vu franchir la fenêtre. Je suis en train de tomber, et je suis en train de me dire que, vu l'altitude d'où je tombe, ça sera radical, je vais mourir d'un coup, je souffrirai même pas, c'est très bien. Et puis je me dis, il y a peut-être des arbres qui vont ralentir ma chute, et je finirai peut-être empalé sur une branche. Mais après tout, ça sera sûrement aussi radical, je souffrirai pas, et c'est très bien. Vous voyez que je mets en scène la même chose que mon gars qui passait sa journée autour des portes. C'est-à-dire, je me défenestre, je me mets dehors. Hein, parce qu'il y a sans doute quelque chose que je ne supporte plus dedans. Ce quelque chose, là, c'est moi-même dans sa totalité. Et on est tous un peu comme ça. Hein. Il y a des choses de soi qu'on supporte et des choses de soi qu'on ne supporte pas. Et les choses de soi qu'on ne supporte pas, on les fout par la fenêtre ou de l'autre côté de la porte. Ça s'appelle le refoulement. Hein. Et ce refoulement peut être représenté par pratiquement tout le corps. Et je n'hésite pas à parler de ce rêve parce qu'il est quasi universel. Tout le monde a eu un rêve comme ça un jour ou l'autre. Moi, je n'en ai pas eu qu'un. Dans ma carrière, j'ai eu ce type de rêve des centaines de fois. Hein. C'est ça. C'est la mise en route du Forda avec soi-même comme bobine, pour faire allusion au jeu de la bobine que Freud avait repéré, et c'est comme ça qu'il avait inventé ce terme du Forda, hein, du près loin, du loin près, le jeu, la bobine que l'enfant jette, et puis qui ramène, hein, en poussant un grand cri, non pas forcément un grand cri, lui, le cri du petit-fils de Freud, puisque c'était son petit-fils qui l'observait, c'était O-A, qu'il avait traduit par Forda, loin, près. Et mon gars qui claquait les portes, il poussait un grand cri en même temps et il faisait en sorte que la porte claque parce qu'il essayait de fabriquer un mot avec ce dehors.
Hein. Là, un mot, c'est une représentation, ce n'est plus la chose. C'est la séparation du mot et de la chose. Hein. On fait sortir la chose par la fenêtre pour pouvoir garder de l'autre côté le mot. Hein. Bon, ou l'inverse. Hein. En l'occurrence, je me fais sortir par la fenêtre. Et bon, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuxième rêve, tout de suite après, qui m'est venu, et qui est le suivant. Je vois un jeune homme, torse nu, en pantalon, qui, au niveau de la hanche, mais alors juste au niveau de la ceinture, hein, il faut même descendre un tout petit peu le pantalon pour voir 2 taches verticales, l'une au-dessus de l'autre. C'était pas un problème. C'était juste 2 taches comme ça. Mais en même temps, ce que je voyais, c'était le ventre plat du jeune homme. Et ça me faisait plutôt envie, parce que moi, j'ai arrêté d'avoir un ventre plat avec l'âge que j'ai et la bouffe que je me suis enquillée pendant toute ma vie. Donc, j'ai un grand regret. Donc, c'est moi-même que je vois ici dans une image idéale. C'est un peu le contraire. Je jette par la fenêtre l'image qui ne me convient pas, mais l'instant d'après, il me vient un rêve où je vois à l'extérieur de moi une image idéale. Vous voyez que j'ai fait le dedans-dehors, le Ford-da, hein, sur une image de moi. Et pourquoi ces 2 tâches ? La première idée qui m'est venue, j'ai tellement l'habitude d'interpréter les termes en termes sexuels, et comme ça, c'est juste au niveau de la ceinture, je me suis dit, il y a eu un déplacement. Alors, c'est pas horizontal, c'est vertical, c'est pas entre les jambes, c'est un petit peu au-dessus de la ceinture. Ça, c'est l'effet du refoulement pour que je ne reconnaisse pas ces 2 taches, ces 2 couilles. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est mince, qui est beau et qui est couillu. Voilà, c'est l'image de moi que j'aimerais avoir. Bon, sauf que il m'est revenu après, deuxième interprétation possible, le jour où j'ai fait ce rêve, je venais avoir les résultats d'un scanner et j'avais 2 taches au poumon qui étaient, à n'en pas douter, du cancer. Donc, c'est ça que je veux foutre par la fenêtre. Hein. C'est le type qui a un cancer du poumon. Et effectivement, j'ai eu pensé, dans ma vie de veille, hein, que si un jour ça n'allait plus du tout, que j'étais incapable de me traîner et que j'avais des douleurs, et etc., ça serait peut-être plus simple de passer par la fenêtre. Bon, je sais que je ne le ferai pas, mais c'est quand même une idée qui m'est venue. Donc je l'ai mise en scène en rêve, et c'est la même idée que dans la vie de veille, hein, c'est se débarrasser du mec qui est malade, qui n'a plus la prestance et la beauté de sa jeunesse, et donc plus les couilles de sa jeunesse non plus. Donc voilà, je fais du Ford-da. Je symbolise ce que j'ai déjà symbolisé, mais refoulé, parce que c'est une représentation de moi qui ne me plaît pas. L'enfant qui prenait ma tête sous son bras et qui me jetait, lui aussi il jetait une image de lui-même, hein. Et pour ensuite aller se rechercher. C'est difficile d'arriver à faire à un moment une différence entre soi et un objet. L'enfant de Freud, le petit-fils de Freud le faisait très bien, avec une bobine, avec un jouet, c'est ce à quoi servent les jouets. On se demande pourquoi si souvent les enfants cassent leurs jouets, hein, en même temps qu'ils ne veulent pas les prêter et ils veulent bien voler ceux des autres. Ça, c'est typique des paradoxes de l'enfance. Mais on ne change pas beaucoup à l'âge adulte finalement, on y met des gants, c'est tout. Mais voilà, un objet, c'est quand même aussi une partie de soi, une image de soi. Et là, quand c'est un objet, c'est la castration qu'on met en scène, et la castration, c'est aussi le Ford-da. Hein, parce que cet organe, le phallus, il est là ou il n'est pas là. Et s'il est là, il pourrait ne pas y être, et s'il n'est pas là, il pourrait y être. Hein, c'est exactement comme la totalité du corps. Il y a une correspondance du fait de la présence-absence entre le corps qui naît et qui n'était pas là l'instant d'avant, ou qui meurt et qui était là l'instant d'avant, y être et ne pas y être, présence, absence. Bon, et c'est pour ça que l'homme à la bougeotte aussi, il n'arrête pas de faire des voyages, parce que je veux bien rester chez maman, mais il y a un moment, il faut s'en aller. Puis en s'en allant, quand même, il faut que je revienne la voir le week-end, ou une fois tous les 3 mois, ou une fois tous les 3 ans, ça dépend les relations qu'on a eues avec. Hein. Mais on est tout le temps dans
aller, venir, puis de toute façon, petit, on va à l'école, on en revient. On se détache de maman, on revient vers elle, et de papa, hein, même chose. Donc il y a toujours ce mouvement de l'aller et venu, de la présence-absence, qui est l'essence même de la représentation. Ce n'est pas présentation, ce n'est pas la chose, c'est l'objet. La représentation n'est pas la chose. Alors, ça me fait associer sur le témoignage de la dame, là, qui, au déclenchement de sa psychose, a vécu sous une table en bouffant de la nourriture pour chat. Bon, elle ne le dit pas comme ça, alors je suis désolé qu'il me vienne une interprétation qui est, elle s'est prise pour le chat. Elle dit qu'elle avait 2 chats. Hein. Mais surtout, être sous la table, sans en sortir. Moi, ça me fait penser à tous ces rêves où je suis enfermé dans quelque chose, et le problème, c'est d'en sortir ou pas. Hein. Ventre de la mer, en sortir ou pas. C'est aussi du Forda, comme je viens de le dire, à propos de la naissance et de la mort. C'est de ça dont il s'agit, et de la castration. Et que donc, son déclenchement de la psychose à elle, ça a peut-être été ça, c'est-à-dire le refoulement de la partie forte, c'est-à-dire loin, s'éloigner. Je reste dedans, je ne bouge plus. Ça, c'est un truc que la psychiatrie a décrit depuis des années, des dizaines d'années, la catatonie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge plus, qui ne dit plus rien, qui ne fait plus rien. J'en ai rencontré suffisamment dans les hôpitaux. Mais ça peut être ça. Contrairement à ces autres que je raconte, qui n'arrêtent pas de tourner autour d'une porte, de prendre, de jeter, etc., c'est dans une agitation incoercible, ce que d'autres font dans une immobilité incroyable. Où l'un des morceaux semble refoulé. Il n'y a plus que le morceau là, il n'y a plus le morceau loin. Et d'après ce que j'ai pu voir, ce n'est pas que l'autre morceau n'est pas là, le morceau jeté au loin, c'est qu'il est refoulé, il est bloqué quelque part. Bon, voici un 3e rêve, un peu plus compliqué, mais vous allez voir en quoi il est super intéressant. J'habite un littoral, une maison au bord d'une plage avec des palmiers. Ça pourrait être l'Australie, me dis-je dans mon rêve. Et sur la terrasse, c'est une terrasse qui est magnifique, grande, qui est bordée d'une balustrade ajourée. Je reçois un certain nombre de personnes, surtout des dames apparemment, âgées. Et c'est le comité de quartier. Et en fait, on s'occupe de la défense du littoral. La réunion dure, ça commence à m'ennuyer un peu. Alors, je descends en bas à mon ordinateur pour voir le programme dessiné. Et comme en descendant, je fais un peu de bruit, j'entends la voix de mon frère qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je me rappelle que j'habite avec mon frère Daniel. Bon, donc ça m'étonne pas si tant que ça, puisque il est censé être là. J'ai l'impression qu'il rentre de quelque part. Voilà. Alors je lui réponds, c'est une réunion du comité de quartier. Et je lui demande s'il veut venir à la réunion, parce que je ne sais pas quoi faire autrement. Et je l'amène à la réunion et je le présente. Voilà, c'est mon frère Daniel. Et c'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, il faut bien entendre le mot littoral. Ça fait pratiquement 1h15 que je vous parle de bord. C'est-à-dire de bord qui se franchit, de Forda, de passer par la fenêtre, de passer par la porte, de franchir une limite qui fait qu'on va ne plus sortir dehors, ou au contraire être tout le temps dans des va-et-vient entre dedans et dehors, où on peut lire quelque chose de l'alternance entre la manie et la dépression. Et voilà que je fais un rêve où je suis un espèce de gardien du littoral.
c'est-à-dire du bord, le bord étant le bord de moi-même, quoi, ma peau, mon image du corps. Hein, c'est ça que je défends, avec un tas de vieilles dames, ben oui, parce que dans la plupart des réunions où je vais, je rencontre des dames de mon âge, et qui peuvent être des multiplications de ma mère, en fait. Et donc la question, c'est le littoral entre ma mère et moi. Hein, comité de quartier, là, j'invente le fait que ces dames-là m'aident dans ce travail, alors que ma mère était plutôt transgressive de ce côté-là, prenant des décisions à ma place, pensant qu'elle approuve la température mieux que moi. Mets un pull, t'as froid. Ben oui, mais non, maman, j'ai pas froid. Mets un pull, quand t'auras froid, ça sera trop tard. Ou mange, sinon ceci, cela, il va t'arriver des bricoles. Il faut que tu manges, il faut que tu finisses ta viande. Enfin, elle sait mieux que moi pour tout. Et même, je vous l'avais déjà raconté plusieurs fois, quand elle se met du côté de mon patron en me disant « il faut que tu écoutes et que tu fasses ce que te dit ton patron ». Bon, elle se met du côté de mes ennemis. Donc, dans mon rêve, je la mets du côté de mes amis. C'est une revanche que le rêve peut prendre. Et pareil, mon frère, je ne connais pas de meilleur ennemi que mon frère, Daniel, puisque je le suspecte de viol à mon égard quand j'étais petit. Hein, il a 11 ans de plus que moi. Et là, revanche, il habite chez moi. C'est comme si j'étais comme un espèce de père à son égard qui avait accepté de l'héberger. Énorme revanche, hein, au lieu de le rejeter, je le prends en moi. Mais en même temps, j'ai le sentiment un peu douloureux qu'il squatte chez moi. Qu'est-ce qu'il squatte chez moi? Il a franchi le littoral, il a franchi la porte, il est tout le temps dans ma tête. J'ai beau avoir l'âge que j'ai, et il a beau être mort depuis 5 ou 6 ans, il est toujours dans ma tête. Hein. Il a franchi la limite. Hein, c'est toujours comme ça. L'objet n'est pas la chose, mais la représentation, elle est tout le temps dans ma tête. C'est symbolique. Et donc là, je remets en scène ce truc-là, sur la scène d'un rêve, ça mange pas de pain, c'est pratique, c'est-à-dire que ça se passe sur la terrasse, sur la limite. La terrasse, c'est ça, c'est la limite entre le dedans et le dehors. Hein. La défense du littoral, ça se passe sur la terrasse. Hein. Et mon frère qui est dehors, je l'invite dedans, c'est-à-dire y compris dans la réunion de défense du littoral, en espérant que peut-être il va pour une fois y comprendre quelque chose. Il va peut-être entendre quelque chose de ce que j'ai à dire et de ce que c'est que mon être social, parce que je me rappelle que de toute ma vie, il n'a jamais rien voulu savoir de ce que je faisais, de ce que j'étais, mais comme mes parents d'ailleurs. Hein. Être psy pour eux, c'est totalement en dehors de leur culture et de leur sphère de compréhension. Mais alors, mon frère, c'est en plus avec de l'hostilité. Hein. Les psys, c'est n'importe quoi. Freud, c'est pas scientifique. Ça, je l'ai entendu. Chaque fois qu'il pouvait faire une remarque là-dessus, il n'hésitait pas. Et il s'intéressait de toute façon même pas. Ça lui venait pas à l'idée de me demander qu'est-ce que je faisais, ni même d'écouter quand j'essayais de dire quelque chose. Mais quoi que ce soit de ma vie, quand j'essayais d'en parler, ça l'intéressait pas. C'est le moment où il partait se faire un café. Bref, là dans mon rêve, je fais le contraire. Hein. À la fois, il me squatte, il est dedans alors que j'aurais aimé qu'il reste dehors. Mais j'essaie de le réintégrer dedans, dans des représentations de moi-même, pour faire de cette représentation que je voudrais mettre dehors quelque chose d'acceptable dedans. Je fais tout ça grâce au rêve. Il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui font tout ça grâce à une psychose externe, parce que le rêve est une psychose interne. Hein. C'est la même chose. C'est le même travail du Forda, le même travail du symbolique qui se fait, simplement il ne se fait pas dans les mêmes lieux. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui.